Saturne Nîmes. Plus radin, plus malin. Vous présente Miroir des Sports. Une édition de Miroir des Sports en ce lundi 17 janvier 2011 que nous ouvrons avec deux invités qui vont évoquer le grand week-end d'escrime qui s'est déroulé du côté du Parnasse. Tout d'abord, Christian Pereles, le président de la Société d'escrime de Nîmes. Bonsoir. Bonsoir. Et puis à vos côtés, quelqu'un qui était déjà là en plateau la semaine dernière pour présenter ce week-end, Hervé Georgie. Bonsoir. Bonsoir. Directeur sportif et maître d'armes de cette même Société d'escrime. Un premier mot sur le bilan du week-end. On évoquait, Hervé Georgie, l'espoir justement de rallier un vaste public. Quel a été un petit peu le profil justement des spectateurs lors de cette édition 2011 ? Il y a eu du monde qui est venu assister donc, à cette manifestation. Un bon succès, autant de la part des participants, donc 230 participants, ce qui fait partie des bons nombres sur le circuit national. Et en termes de spectateurs, lors des finales, on a pu voir des tribunes du Parnasse relativement bien remplies. Christian Pereles, grande responsabilité que d'organiser un tel événement qui plus est avec de grands noms de la discipline. Oui, d'autant plus que c'était la première édition d'un circuit national senior. Nous avions le privilège d'organiser cette compétition qui est venue remplacer une épreuve de Coupe du Monde junior que nous avions organisée jusqu'en 2010. Et là, effectivement, grosse compétition, comme l'a dit Maître Georgie, avec un plateau de tireurs important. Compétition qui s'est déroulée sur 2 jours, qui a démarré samedi en tout début d'après-midi. Donc, grosse compétition et donc grosse organisation, beaucoup de bénévoles et on peut le dire, ça a été une belle réussite. Alors, samedi au Parnasse, la Société d'escrime de Nîmes évoluait à domicile pour ses quarts de finale de championnat de France d'épée par équipe face à Saint-Gratien, un club établi dans le Val d'Oise. Beaucoup de suspense et une gestion de la pression qui aura finalement été fatale aux Nîmois. Retour sur cette épreuve avec Olivier Michel. C'est dans le cadre des quarts de finale des championnats de France épée par équipe que la Société d'escrime nîmoise recevait samedi l'équipe de Saint-Gratien. Un match aller exceptionnellement avancé afin qu'il se déroule en même temps que le circuit national. La règle par équipe est simple. Chaque équipe est constituée de 4 tireurs qui se relaient toutes les 3 minutes ou toutes les 5 touches. L'équipe gagnante est la première à atteindre les 45 touches. À ce petit jeu, la parité tiendra jusqu'au 6e relais où Grégoire Coulet donne une large avance aux Nîmois en scorant un +5. Vient l'heure de ce qui sera finalement le dernier relais. Yann Mahé prend l'épée avec au tableau d'affichage 33 à 28. Il creuse l'écart jusqu'à +7, 35 à 28. En face de lui, Benoît Janvier prend confiance en assurant 4 touches d'affilée. Mais le Nîmois gère son avance, 44 à 40, et possède donc 4 occasions de tuer le match. Mais c'était sans compter sur la pression. D'habitude, c'est Fulcran qui est leader, donc qui finit la rencontre. Et là, pour une fois c'est moi qui ai la pression sur les épaules, je dirais, et puis qui finit sur quelqu'un que je connais finalement très bien, et parce que c'est un ami sur qui je termine. Je me suis concentré sur une touche. Dès que je partais en interception, je prenais son fer directement, je me compliquais pas la vie. Et puis j'en mets une, deux, lui commence à douter, et voilà. La parité est atteinte, 44 partout, et dans un Parnasse surchauffé, Benoît ne laisse pas le temps aux Nîmois de se refaire un moral. Ouais, parce que moi je suis sur une phase où je suis bien, lui comment il doute. Donc c'est pour ça que même sur la dernière, la morse 8, là, il y a 1 minute, normalement on a 1 minute pour préparer, là j'y vais tout de suite moi parce que je sais qu'il n'est pas bien. Et donc j'enfonce le clou là tout de suite. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup plus la pression que moi et qui a été meilleur sur le coup, quoi. Donc finalement, beaucoup de regrets parce que l'équipe fait un super match. Et puis finalement, je finis et j'arrive pas à mettre la dernière. Et puis voilà, quoi. Score final 45 à 44 reste le poids d'une déception supportée selon les règles du sport en équipe. De toute façon, on a perdu tous ensemble. C'est pas lui, c'est trop facile de jeter après la pierre sur un. C'est un rôle très difficile de terminer le match.
Qu'on soit devant ou derrière, le match est le même de toute façon, donc il faut les mettre, il faut mettre la 45e. Après, on n'a rien à lui reprocher. Je veux dire, on aurait été à sa place, on aurait fait peut-être la même chose, donc c'est pas évident. Et un premier mois de l'année qui aura donc souri à Benoît Janvier. Quel est votre regard, Hervé Georgie, sur la partie que nous venons de revoir? Ouais, tout était dit, quoi. En fait, faut savoir que Benoît Janvier, quand même, est quelqu'un qui est champion du monde par équipe, enfin, un vrai vécu d'escrimeur à très haut niveau. Donc, cette situation-là, il a mieux géré que Yann. Maintenant, c'est un sport d'équipe. On a vu qu'on pouvait leur tenir la dragée haute, quand même aussi. Hein, on fera l'effort au match retour d'essayer de gagner chez eux. Ils l'ont fait chez nous. Sinon, voilà, ça a été un grand moment, quoi. J'en tiens rigueur à personne. Ça a été comme ça. Chez eux, on leur fera l'envers. Allez. Allez. Christian Paredes, on le voit, hein, c'est un sport où la notion de suspense est très importante. Est-ce que les spectateurs non avertis ont été sensibles justement à l'intensité de la partie? Je pense réellement, oui. Oui. C'est vrai que pour les non-initiés, ça paraît tellement inimaginable de pouvoir, enfin, de concevoir une défaite, alors même qu'à 7 secondes de la fin, on avait 4 touches d'avance. Bon nombre de spectateurs dans les tribunes commençaient déjà, on entendait déjà quelques commentaires supposant qu'effectivement la victoire était acquise à la Société d'Escrime de Nîmes. Eh non. Donc c'est ce qui fait aussi la beauté du sport. Alors on comprend la déception de Yann, mais bon, c'est tellement beau que on ne peut pas lui en tenir rigueur, et puis c'est comme ça, c'est le sport. Et puis comme l'a dit Maître Georgie, le match retour sera là pour remettre les pendules à l'heure. Des combats particulièrement intenses, et en marge de ce premier circuit national épée senior homme, une convention avec la Fédération française d'escrime représentée par son président Frédéric Pietrusca a été signée. Celle-ci va favoriser un partenariat biennal pour accueillir à Nîmes l'équipe de France épée senior homme, qui est, rappelons-le, championne du monde en titre, en vue de la préparation aux championnats du monde qui vont se dérouler en octobre prochain à Catane, en Sicile. On le voit, la signature donc sur ces images d'Olivier Michel. Préparation également pour l'équipe de France en vue des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Je vous propose justement d'écouter au micro d'Olivier Michel, le président de la Fédération française d'escrime, Frédéric Pietrusca, évoquer l'importance d'un tel partenariat. Pour nous, c'est une importance capitale dans le fonctionnement de la Fédération française d'escrime. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'est pas un sport qui attire beaucoup les partenaires, et le fait d'avoir des partenaires stages qui nous permet d'avoir des stages dans des conditions financières pas trop importantes pour la fédération, c'est quelque chose de primordial. Et puis également sur le territoire national, le fait que nos équipes aillent dans différentes villes pour faire des stages, ça permet également de mieux faire découvrir l'escrime au travers de ces champions, et particulièrement là puisqu'il s'agit de l'équipe d'épée invaincue depuis 7 ans au niveau mondial. L'apport de la ville de Nîmes, il y a quelque chose de particulier? Il y a une place qui est tenue dans ce monde-là par la ville de Nîmes, le club nîmois? Je crois qu'il y a une place toute particulière, tout simplement par les liens qu'il y a entre la ville de Nîmes et l'escrime à Nîmes. On l'a dit, monsieur le sénateur maire l'a rappelé, les derniers championnats du monde avant Paris, c'était ici à Nîmes, aux arènes. Les personnes qui s'occupent de l'escrime sont en lien professionnel avec la ville de Nîmes. Et je crois que l'escrime fait partie non seulement du sport local, mais de la ville elle-même. Donc effectivement, pour nous, c'est conforter ce lien entre la ville et le club d'escrime d'ici à Nîmes. On voit Frédéric Pietrusca très attentif à l'évolution de la pratique de l'escrime dans une ville comme Nîmes. On le sent très heureux de la signature d'une telle convention, Christian Paredes. On le sent très heureux, et le président que je suis l'est tout autant. C'est vrai qu'on a vécu un moment fort, important, un moment qui ancre encore une fois Nîmes comme étant, pour reprendre une expression bien connue, terre d'escrime. Et on ne pouvait pas faire mieux, quoi. Et cette convention n'a pu se réaliser que aussi grâce au soutien, ça il faut le dire quand même, c'est très important, au soutien réel à la fois de la ville de Nîmes, mais également du département, de la région, et puis les collectivités, et Nîmes Métropole également. Ça, je tiens absolument à le préciser, parce que la convention a été présentée comme étant une convention tripartie, hein, le club, la Fédé et la ville. Mais derrière, il y a également les institutions qui sont là et dont on a besoin. Autre mot, Hervé Georgie, sur les différentes épreuves qui se sont déroulées, que ce soit la Coupe de la ville de Nîmes ou encore le trophée Christian Doriola. Quels ont été les temps forts du week-end?
Alors il faut savoir, en termes de licenciés pour le club, nous avions 14 participants et 11 se sont qualifiés pour le tour du dimanche en fait, donc c'était un vrai succès et ça nous réconforte dans le fait d'organiser un tel événement. Ensuite, pour ce qui est le vainqueur de l'épreuve, qui est donc Ivan Trevero, c'est quelqu'un qui est vice-champion olympique et qui a été vice-champion olympique en 96, 39 ans, la victoire de l'expérience, quoi, un très bon plateau, un très beau plateau, avec des moments forts, des surprises aussi, des surprises. On aurait aimé que Nîmois se glisse dans les 8 derniers, mais ça n'a pas été le cas, Yann terminant que 9e, ce qui est déjà une belle performance. Ensuite, les autres résultats des Nîmois, on en a 5 dans les 64 premiers. Bilan très positif sur le plan sportif, et que ce soit par la qualité des compétiteurs qui étaient présents sur le plateau, comme sur la qualité de l'organisation. Et si vous me permettez, j'en profite pour remercier, car ça serait difficile sans eux, tous les bénévoles qui au sein du club ont œuvré, mais le président, M. Paredes, pourrait le dire mieux que moi, et ainsi aussi les services techniques de la ville, qui nous ont aidés à la mise en place au niveau des services des sports. La préparation du Parnasse. Exactement. Donc ils sont toujours dans l'ombre et ça me fait plaisir de les mettre un petit peu à la lumière ce soir. Voilà. Et de leur rendre hommage. On voit sur ces images d'Olivier Michel la finale de ce premier circuit national épée senior avec l'épéiste franco-cubain Ivan Trevejo qui s'est imposé face à Siegfried Robin, représentant du club de Saint-Maur. Vous l'avez dit, Hervé Georgi, vice-champion olympique aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, médaille de bronze en équipe à Sydney en 2000. Trevejo est aujourd'hui âgé de 39 ans. Il a été licencié, si je ne m'abuse, à la société d'escrime de Nîmes. Tout à fait. Pendant 2 ans, on a eu le plaisir de l'avoir parmi nous. Après, la vie faisant que professionnellement, il a dû aller ailleurs. Il s'est donc expatrié un petit peu en région parisienne, voilà. Et donc, il est toujours licencié là-bas et il s'entraîne chez nous depuis parce qu'il réside sur 7. Donc, il vient régulièrement à la salle pour permettre à nos jeunes de faire leurs armes. Et il est aujourd'hui licencié, je crois, au cercle d'escrime d'Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis. Tout à fait. Et on voit ici la victoire finale avec le rappel auquel vous faisiez référence tout à l'heure. Le premier Nîmois, Yad Mahé, finit pour sa part à la 9e place. On va écouter Ivan Trevejo qui montre le trophée et la coupe de la ville de Nîmes sur le podium final de cette première édition du circuit national épée senior, avec donc l'interview d'Ivan Trevejo au micro d'Olivier Michel. Ça a été très bien en fait. Moi je l'avais déjà rencontré avant, donc je connaissais un peu, je connais même un peu comment il tire. Mais j'avais remarqué justement avant qu'il était fatigué dans son dernier assaut, donc j'ai utilisé un peu ça pour le vaincre à la fin, quoi. C'était un combat plutôt facile, que vous qualifieriez plutôt de facile ? Oui, par rapport aux autres matchs que j'ai fait dans la journée, oui, il était évident que, à mon avis, justement pour ça, parce qu'il était fatigué, je ne m'attendais pas que ce soit trop facile, mais quand même il n'était pas trop difficile non plus. Victoire facile, entre guillemets, et commentaire modeste quand même. Ouais. Mais ceci dit, Ivan n'a plus rien à prouver dans le monde de l'escrime. Et il a raison, que ce n'était pas son match le plus compliqué. Siegfried, qui bien lui après était un excellent escrimeur, Siegfried Robin, donc le finaliste, ne faisait clairement pas le poids par rapport à la technique et le style de jeu que Ivan peut mettre en place. Voilà. C'était un beau vainqueur, mais qui n'a pas eu son match le plus difficile à faire en finale, quoi. Et puis voilà. on le voit dans ce genre de combat, finalement, c'est un petit peu comme un bon vin à 38, 39 ans. On continue de faire valoir son expérience et de montrer un certain niveau physique. Oui, Ivan a beaucoup de qualités. Physiquement, il va très très vite encore, malgré non, à 39 ans, oui, il est encore jeune, quoi. Mais c'est vrai que l'expérience dans l'arme qui est l'épée contribue à gagner pas mal de résultats quand même. Christian Paredes, en termes de projection de cette pratique sportive qu'est l'épée, quels ont été les retours auprès, bien, entre guillemets, des néophytes et de celles et ceux qui souhaiteraient justement vous rejoindre au sein de la Société d'escrime de Nîmes? Disons que la projection, déjà au travers de la compétition qui s'est déroulée, on a eu quelques spectateurs non avertis présents dans les tribunes, et notamment samedi à l'occasion de l'épreuve par équipe. Hier après-midi un petit peu. Maintenant, on va essayer aussi de valoriser l'événement de par la présence de l'équipe de France et qui viendra au mois d'avril
dans le cadre de sa préparation. Pour Premier le stage championnat. Voilà, de premier préparation. stage. Donc on va essayer justement de valoriser cet événement-là, quoi. Et organiser, bien sûr, en accord avec les responsables de l'équipe, on va dire une demi-journée découverte, porte ouverte, pour que les jeunes tireurs et non-tireurs voient ce que c'est, voient les grands champions. Et d'ailleurs, ça a été un peu aussi le petit regret qu'on a eu, on n'en a pas parlé, mais qu'on a eu ce week-end, de malheureusement leur non-présence, quoi. Alors qu'initialement il était prévu, c'était un peu l'engagement qui avait été convenu, et de par le changement du programme au niveau de la Fédération internationale, ils n'ont pas pu être présents, quoi. En tout cas, un grand coup de chapeau pour cette organisation. On souhaite bien que les épéistes nîmois vont continuer d'aller crescendo dans les compétitions qui vont être organisées à Nîmes, et que la prochaine fois, bien, mieux qu'une 9e place, ce sera peut-être un premier podium. En tout cas, on vous le souhaite ardemment. C'est gentil. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur ce plateau, Christian Pirelles et Hervé Georgie. Après une courte page de publicité, il sera question de handball avec un retour sur la victoire du HBCN mercredi dernier au Parnasse face à Fleury-les-Aubrais. Puis il sera également question de la victoire de Bouillargues samedi soir en D2 féminine, et aussi notre grand rendez-vous à venir le week-end prochain de Sport à Nîmes avec la 14e édition du tournoi européen de tir à l'arc. Tout cela dans la deuxième partie de Miroir des Sports. La deuxième partie de Miroir des Sports, toujours en direct sur Télémiroir et TV Sud, avec deux nouveaux invités. Tout d'abord pour évoquer du handball avec l'actualité de Bouillargues, mais aussi du handball cercle Nîmes. Blandine Dansette. Bonsoir Blandine. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis à vos côtés, on retrouve le directeur sportif de l'Arc Club de Nîmes, Olivier Grillat. Bonsoir. Pour évoquer cette 14e édition du tournoi européen de tir à l'arc qui va se dérouler samedi et dimanche, on le précise. Au Parnasse, au Parc des Expos. Voilà, deux grands sites pour un grand classique du début d'année sportif. Oui, c'est devenu un grand classique. Une de 14e édition avec la venue de 1100 archers. 1100 participants de 30 nations. Donc ça va des nations européennes, bien sûr, mais enfin, il y a des Coréens, des Japonais, une très grosse délégation américaine avec toutes les têtes de série. On a une très belle délégation russe aussi. Enfin, il y aura 8 médaillés olympiques présents, et on a fait le calcul sur les médaillés sur les 10 dernières années de championnat du monde, il y en a une trentaine. Trentaine de médaillés au niveau des championnats, c'est plutôt pas mal. On va redécouvrir quelques images que nous avions tournées lors des dernières éditions. Peut-être revenir dans un premier temps, Olivier Grillat, justement sur le bilan qui avait été tiré de l'édition de 2010. 2010, ça avait été un gros succès. C'était la mise en place d'un challenge mondial avec le tournoi de Las Vegas. Aujourd'hui, c'est complètement en place. Donc, il y a une première manche qui sera comptabilisée sur Nîmes, une deuxième manche à Las Vegas avec une finale le 12 février de ce challenge. Et à partir de 2012, on en est très fiers, c'est qu'on sera carrément en circuit de Coupe du Monde Indoor. La première épreuve sera en décembre à Singapour, la deuxième à Nîmes au mois de janvier et la troisième aux États-Unis avec la finale derrière à Las Vegas. On considère ça comme une progression logique par rapport à la dynamique qui a été insufflée? Disons qu'on est nombreux à travailler sur cet événement, on s'est donné pas mal de mal, mais on rêvait que ça aille très haut, mais là ça dépasse un peu. Enfin, ça dépasse, c'est merveilleux, quoi. Ça dépasse nos rêves. Tous les plus grands champions seront là. Pour vous donner une idée, sur les 4 derniers champions au championnat d'Europe, il y a 2 catégories hommes et femmes, donc ça fait 4 champions. Sur les 4 derniers champions d'Europe, 3 seront présents à Nîmes, quoi. Vainqueurs de la Coupe du Monde aussi. Enfin. Justement, qu'est-ce qui convainc selon vous de grands champions à participer à ce genre de tournoi? On a toujours, depuis la création, on a monté ça en 97, on a toujours essayé d'être au maximum sur l'accueil, de faire les choses vraiment avec tout notre cœur. Bon, il y a environ 200 bénévoles qui travaillent sur une opération comme ça, plus une quinzaine de professionnels. On a essayé, chaque année, on a poussé la barre un peu plus haut, on a essayé de faire de mieux en mieux, on a essayé de bien faire la promo, on a essayé de développer des liens avec le monde entier. Et voilà, aujourd'hui, il y a 30 nations qui viennent, c'est un des plus gros tournois au monde.
Bon, c'est vrai que ça fait curieux parce que quand on a la liste des villes des gros tournois, ben c'est Las Vegas, Tokyo, Singapour, Berlin, Amsterdam. C'est vrai que Nîmes, qui est une ville magnifique avec de très belles arènes, c'est pas le même format. Mais pour l'instant, on tient, et les gens sont heureux de venir chez nous. Je vous dis, on sent qu'ils viennent. Puis bon, pour moi, ça fait 35 ans que je suis dans le tir à l'arc, j'aurais jamais cru un jour avoir chez moi à Nîmes tous ces grands champions, quoi. C'est de la folie, quoi. Et se dire qu'une telle compétition se déroule à la fois au Parnasse, au Parc des Expositions, dont on a vu quelques images tout à l'heure. Peut-être pourriez-vous nous expliquer quelles vont être les spécificités des deux sites, peut-être par rapport au type de compétition ? Disons que maintenant, l'organisation, c'est les vendredis soirs, parce que ça commence dès vendredi soir, dès le 21. Vendredi soir, samedi seront consacrés aux éliminatoires. Donc il y a pour le tournoi senior et il y a un tournoi aussi espoir junior. Donc après on gardera les 32 meilleurs pour le dimanche et puis ils se rencontreront en tête-à-tête jusqu'au final. Donc le parc des expositions, le Parnasse servent aux qualifications et le Parnasse uniquement sert le dimanche après-midi pour les finales, pour le côté le plus spectaculaire quand ils sont en tête-à-tête, plus que 2 dans l'arène. Comment s'effectue l'accès pour les deux sites ? Les deux sites, l'entrée, l'accueil est au Parnasse, donc il faut se présenter au Parnasse. Voilà, et ce, à partir de vendredi soir. On est ouvert au public à partir de samedi, parce que le vendredi c'est le premier tour avec les entraînements officiels, tout ça, c'est pas ouvert encore au public. D'accord, donc ouverture des portes samedi. Samedi, ouais. À partir de quelle heure ? De 9h, samedi. De 9h pour un grand week-end de tir à l'arc. Est-ce que vous avez senti justement, depuis maintenant 14 ans, que ce tournoi existe, un engouement croissant de la part des spectateurs pour cette discipline ? Les spectateurs, j'aurais pas imaginé quand on était 197 au Parc des Expos qu'un jour je serais à l'Étroit en ayant le Parc des Expos et le Parnasse. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que le dimanche après-midi, on est complet. Quoi. Il va falloir récupérer quelques salles du côté des Costières, peut-être ? Non, mais c'est pas possible. Il faut une unité de site. Mais je veux dire, j'aurais jamais cru. Je l'espérais, mais là, c'est vraiment impressionnant. Non, ça fait partie des rendez-vous, on fait partie des épreuves qui comptent. En termes de licenciés, comment se porte aujourd'hui l'Arc Club de Nîmes ? L'Arc Club va bien, on a eu des résultats l'année dernière qui ont dépassé aussi nos espérances. En ce moment, on a quelques années très sympathiques. D'ailleurs, j'espère bien, parce que c'est le tournoi de Nîmes, il faut dire au niveau sportif, comme c'est complètement open au niveau des inscriptions. Par exemple, en championnat du monde, vous avez le droit qu'à 3 membres par délégation, c'est-à-dire dans chaque catégorie, 3 Américains, 3 Russes, etc. Nous, c'est complètement open, donc il y a autant d'Italiens qui sont très forts, autant de Russes, Donc le niveau de performance pour accéder aux phases finales, c'est plus difficile qu'un championnat du monde, du fait que ce soit open. Donc c'est vraiment un niveau de performance exceptionnel qu'il faut avoir pour gagner. De toute façon, ceux qui ont gagné sont vraiment que des grosses stars. Et j'aimerais bien avoir un Nîmois ou une Nîmoise qui remporte un jour l'épreuve. Mais bon, comme le niveau progresse chaque année, les nôtres sont pas mal, mais ce serait ça. La cerise sur le gâteau, ça serait un Nîmois ou une Nîmoise qui remporte une des épreuves. On a déjà eu... L'espoir Nîmois, c'est qui actuellement ? On a Thomas Aubert qui a fait quand même 2 fois dans les 8 premiers sur ce tournoi. Pour moi, il est plus fort cette année que jamais. Donc pourquoi pas, il n'est pas impossible. Après, on a une autre fille, en classique dame, Zané Berzina, qui est d'origine lettonne et qui s'entraîne, qui fait partie du club de Nîmes, qui travaille, qui vit à Nîmes. Enfin, c'est une Nîmoise, mais d'origine lettonne. Et elle s'entraîne, son objectif, c'est les Jeux Olympiques. Et elle a montré de gros progrès en début de saison, pourquoi pas. Voilà. Parmi les grands noms, quand même, on va donner quelques grands noms médaillés lors des dernières Olympiades. On peut citer la Coréenne Yoon Min-jin, double médaille d'or à Sydney, également championne olympique en 2004 à Athènes. Ça, c'était entre guillemets la bonne surprise. Ça fait longtemps, on a déjà eu quelques participants coréens, mais j'espérais un jour j'avais des Coréens qui venaient des grands noms, mais j'avais pas une délégation officielle de la fédération sud-coréenne c'est les maîtres du monde dans notre domaine, dans l'archerie, c'est les maîtres du monde. Et là, on a été contacté par la Fédération coréenne qui a envoyé une délégation féminine. En plus, leur plus gros palmarès, c'est du niveau féminin. Il y a aussi la Britannique Alison Williamson, le Suédois Magnus Petersson, médaille d'argent en 1996 à Atlanta, l'Espagnol Juan Carlos Holgado, médaille à Barcelone en 1992, mais aussi le Britannique Simon Terry, également double médaille de bronze à Barcelone. Et puis il y en a un qui m'a fait chaud au cœur qui vienne, c'est Brady Ellison. Enfin, ça m'a fait tous plaisir, mais Brady Ellison, il vient de remporter l'espoir américain pour les Jeux Olympiques de 2012. Il vient de remporter la Coupe du Monde et je suis content de voir qu'il sera présent. On parlait des Italiens, on peut citer Michele et Frangi, médaille d'argent à Sydney, Atlanta. Oui, il a été multiple champion du monde, champion d'Europe encore cette année.
Michele, c'est une légende du tir à l'arc et Nîmes lui porte chance. Il avait fait la finale des championnats du monde quand on avait organisé les championnats du monde. Il a battu le record du monde lors du tournoi à Nîmes. Donc c'est Michele, avec Bérengère Chu, qui malheureusement sera absente, c'est nos porte-bonheur. Donc pour Michele, je suis content qu'il soit là. Et un dernier mot sur les Français. Le Français donc Sébastien Flute, médaille d'or en individuel à Barcelone, qui a pris sa retraite sportive après les JO de 2000 à Sydney, mais qui je crois aujourd'hui a 38 ans, entend reprendre la compétition en vue des Olympiades de Londres. Ça fait 2 ans, oui, bon là il est à l'INSEP, il s'entraîne à fond. Il essaye de se relever ce défi, qui n'est pas facile. Mais enfin bon, il a fait de belles performances. La dernière Coupe du Monde en Chine, il était premier français, donc il a fait gros progrès. Enfin, ça progresse rapidement. Oui. Et puis chez les féminines, Virginie Arnold, médaillée à Pékin. Oui, Virginie Arnold. Elle a eu plus de difficultés l'année dernière. J'espère pour elle que cette année, ça redémarre mieux. Mais bon, après, c'était dur de gérer après une médaille olympique, parce qu'ils ont vraiment tout donné. Donc, j'espère pour elle que ça va bien se passer aussi. Oui. Blandine Dancel, est-ce que vous êtes attentive justement au tir à l'arc? C'est pas un sport que je regarde très souvent, mais c'est vrai que dans les grandes compétitions comme les Olympiades, c'est vrai qu'on s'intéresse au sport français en général, donc le tir à l'arc en fait partie. Allez, on va revenir sur l'actualité du handball avec tout d'abord un retour sur le match qui s'est déroulé samedi soir du côté de Bouillargues. Une 3e et précieuse victoire de la saison pour les handballeuses gardoises qui évoluent en D2 féminine. Je vous propose un résumé de la partie préparé par Nicolas Penchino. Une victoire des Bouillarguaises samedi soir à domicile, arrachée de 2 buts, mais la rencontre aurait largement pu finir autrement. Angoulême commence la rencontre sur les chapeaux de roue. En quelques minutes, elles infligent un 4-0 aux Gardoises. Le temps de se mettre dans le match et les coéquipières de Myrtille Mêlée repassent devant 8-5 à la 15e minute. Les Bouillarguaises vont alors commettre de nombreuses fautes et accumuler les mauvaises passes et pertes de balles, laissant leurs adversaires en profiter et passer de nouveau devant au score 17-15. On est à 2 minutes de la mi-temps. Il ne faut pas céder et laisser Angoulême avec trop de buts d'avance à la pause. Les Gardoises s'accrochent, profitent de quelques contre-attaques. La mi-temps est sifflée sur le score de 17-18. -1 pour Bouillargues. Tout est encore possible dans la deuxième mi-temps. À la reprise, la partie se durcit, les contacts sont sévères, aucune des deux équipes ne parvient à distancer l'autre. À la 10e minute de cette deuxième mi-temps, c'est Adia Silla qui, après un contact violent, devra être évacué par les pompiers. La partie est arrêtée pendant plus de 20 minutes. Très rapidement, les Bouillarguaises se remettent dans le match et Cindy Héricourt montre l'exemple dans ses cages, effectuant plusieurs arrêts décisifs. Café Gomis va également s'illustrer dans cette fin de match en menant son équipe à +5 à la 20e minute. Au bout d'un moment, il faut s'arracher à fond et il faut être décisif, je pense que c'est ça. Si on veut s'imposer un petit peu dans le championnat, maintenant il faut absolument tout donner. Mais les Charentaises réagissent, les Bouillarguaises retournent dans leurs défauts. 32-30 à 2 minutes de la fin, la pression monte et même le public commence à transpirer. Au coup de sifflet final, ouf, elles ont tenu 33-31. 3e victoire cette saison, mais surtout 2e succès d'affilée. Le groupe est en train de trouver ses marques et si les absences des Chloé, Villemont et Rotland se font sentir, les jeunes ont fait le travail. En fait, sur le début, je voulais leur laisser prendre un petit peu confiance. Je vois qu'elles se débrouillaient pas trop mal. Sur la deuxième partie du match, il a fallu prendre ses responsabilités. Je les ai prises, certaines aussi les a prises, donc c'est ce qui a changé le cours du match. Les efforts à faire, c'est de trouver de la stabilité dans notre jeu pour justement éviter de prendre des 5, des 6-0 comme on l'a vu aujourd'hui et revenir de façon permanente sur des équipes. Voilà, le vœu qu'on peut faire, c'est de construire une équipe pour l'année prochaine, parce qu'elle est très jeune cette équipe. On espère bien se maintenir, c'est l'objectif numéro 1, parce que je pense que malgré tout, on a quand même les qualités pour rester à ce niveau de jeu. On a aussi les finances, en ce moment on a rétabli le club de façon très efficace de ce côté-là aussi. Donc je pense qu'on peut encore faire quelques années en Division 2. Une belle victoire pour commencer 2011, j'espère que ça va continuer, sachant que on se connaît un peu plus. On a plus confiance à sa copine, donc c'est ce qui a changé aussi aujourd'hui.
Et la joie légitime des joueuses de Bouillargues après cette victoire samedi soir, c'est plutôt une bonne nouvelle, Blandine, lorsqu'on voit ces images. Ah oui, oui, c'est sûr. Bouillargues est un club qui était en D2. Là, elles jouaient contre Angoulême qui descend de D1 l'année dernière et je trouve que c'est une belle prestation qu'elles font et il faut qu'elles continuent comme ça en 2011. Allez, on va jeter un coup d'œil au résultat de cette 12e journée de Division 2 féminine, donc avec la victoire du Senal face à Angoulême 33-31. Victoire de 2 buts d'Abbeville sur le parquet de Celles-sur-Belle, 21-19. Nice s'impose 22-16 face à Bègle. Victoire avec 2 buts d'écart de Mérignac, 31-29 face à Chambray. Noisy-le-Grand s'impose également avec 2 buts d'écart, 27-25 face à la Motte-Servolex. Enfin, nette victoire de Vaux-en-Velin, 33-21 face à Plan de Cuc. Au niveau du classement, bien Bouillargues s'éloigne de la zone de relégation, mais on le voit, l'écart est très très serré. 3e victoire de la saison, je l'ai dit, pour les Bouillarguaises qui occupent la 10e place de ce classement avec 17 points et victoire précieuse puisqu'on le rappelle, Angoulême est un club qui se situe en milieu de tableau, donc il était important pour les handballeuses gardoises de s'imposer devant cette équipe. On dit un rapide mot de la présentation de la 13e journée, avec Octeville qui accueillera Nice, Vaux-en-Velin qui se déplacera à Bègle, Plan de Cuc qui recevra Noisy-le-Grand, Mérignac qui ira jouer à la Motte-Servolex, Chambray recevra Celles-sur-Belle et enfin Bouillargues se déplacera sur le parquet d'Abbeville. Abbeville qui est actuellement 3e de ce classement des deux féminines avec 25 points et 8 points de retard sur le leader. Noisy-le-Grand. Petite question indiscrète, Blandine, que faisiez-vous mercredi soir ? J'étais au Parnasse. Pour voir la reprise en championnat du HBCN. Quel a été votre regard justement sur la partie de vos coéquipières ? J'avais déjà été à Toulon le vendredi qui précédait, donc j'avais vu un match qui n'était pas super intéressant, un match où on avait beaucoup perdu de ballon et on avait vu des gardoises un peu en difficulté. Donc là, mercredi dernier, c'était un match vraiment bien. On a vu la nouvelle recrue Nina Jericek, qui a fait une très belle partie, ainsi que Lenka Kisuchanova et Camille Aiglon qui ont été très très présentes et ça a permis à tout le monde de pouvoir marquer et d'emmener l'équipe vers la victoire. Nina Jericek, mais également Camille Aiglon qui a croisé Olivier Michel à l'issue de cette partie, sans oublier le coach Manuel Aili. Résumé et retour sur cette rencontre de mercredi dans ce reportage. Baptême du feu pour la Slovène Nina Jericek. La nouvelle recrue du HBCN est hier rentrée pour la première fois sur le parquet du Parnasse et a ouvert le score face à l'équipe de Fleury-les-Aubrais, 7e du championnat de Ligue 1. Le HBCN classé lui 3e avant ce match en retard partait favori et pourtant les filles de Manuel Aili ont eu du mal à se sortir des griffes des Panthères du Loiret. Aidées dans leur tâche par les arrêts de Gervaise Pierson et les intrusions dans des trous de souris de Jericek, les Nîmoises atteignent la mi-temps avec 3 petits points d'avance. De retour des vestiaires, furieuse d'avoir raté un pénalty, c'est Camille Aiglon qui s'énerve et signe un +3. C'est toujours ralent. Plus le match dernier, j'ai vraiment eu du mal à me mettre dedans. J'ai loupé beaucoup de shoots. Là, j'avais à cœur de me rattraper sur ce match-là. Lenka Kisukanova s'illustre aussi et Nina Jericek enfonce le clou en prenant de vitesse la défense adverse. Le tableau de score affiche alors un +7, 25-18 à la 12e minute. L'écart se réduira vite à 3 points sans que les Aubraises ne renversent la tendance, notamment grâce à la prestation de Cathy Bralot. Score final 33-28. Soulagée parce que c'était pas facile du tout. À intégrer tout de suite dans quelques jours notre nouvelle joueuse, Samorine Marshall, celle qui a été avec nous à Toulon, c'était compliqué. Quant à la nouvelle venue, elle était comme qui dirait complètement épanouie. I feel great. Je me sens super bien, je ne savais pas à quoi m'attendre avec ce match, tant de mon jeu que de l'équipe, et tout s'est déroulé à merveille. The whole team, and I think it was really great. Le HBCN pointe désormais à la première place du classement. Prochaine rencontre le mardi 25 janvier contre Metz, second du championnat.
Nina Jiriček, J-E-R-I-C-E-K, précisons bien au niveau de l'orthographe, 7 buts sur 10 tirs et Lenkaki Suchanova, 11 buts sur 16 tirs. Plutôt de bonnes statistiques concernant ces joueuses, Blandine. Oui, voilà, il y avait ces joueuses-là, mais il y avait aussi les pivots comme Fanny Bosque qui a entraîné l'équipe vers l'avant, qui a fait des bonnes choses en défense, en attaque. Je pense que mercredi, il y a tout le monde qui a apporté sa petite pierre à l'édifice et c'était une victoire collective aussi. Avec un rappel des résultats de cette 11e journée, la victoire du HBCN sur les panneaux de résultats, 33-28 donc face à Fleury-les-Aubrais. Besançon battu à domicile par Toulon 37-28. Ici, les Moulineaux s'imposent 30-23 face à Cergy-Pontoise. Match nul, c'est la surprise de la journée dominicale de Metz, tenu en échec à Mios-Biganos, 31 partout. Enfin, le Havre s'impose 30-26 face à Dijon, ce qui nous donne au niveau du classement un championnat passionnant avec le HBCN qui est deuxième avec 26 points et un tout petit point de retard sur le leader messin, comme un air de revanche, avec le match retour de la première journée. Et mardi prochain, à partir de 19h au Parnasse, soyez nombreux à venir encourager les Nîmoises pour Nîmes-Metz, le tournant du championnat. Blandine, on peut le présenter comme ça. Ben, c'est un petit peu ça. On avait perdu 2 buts chez elles à l'aller, avec un match très très serré qui aurait pu se terminer en match nul ou même une victoire de Nîmes. Je pense que mardi prochain, on aura tout à cœur de gagner ce match et on va tout faire pour. Mardi prochain, vous ne serez pas sur le terrain. En revanche, vous aurez peut-être repris l'entraînement. Ouais, voilà. Je ne pense pas être sur le terrain encore mardi prochain, mais c'est sur la bonne voie. La reprise approche. Plutôt pour le début du mois de février, on l'espère. Ouais, voilà, on va dire comme ça. Plutôt pour le début du mois de février et le premier match, le match de Coupe d'Europe. Et le déplacement aux Pays-Bas, du côté voilà. d'Alphen, si mes souvenirs sont bons. On vous souhaite en tout cas de vous revoir très vite, Blandine, sous le maillot du HBCN. Merci. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Olivier Grillat. On rappelle ce week-end le 14e tournoi européen de tir à l'arc entre le Parnasse et le Parc des Expositions à partir de samedi matin 9h. Merci d'avoir été avec nous. On va observer une dernière pause publicitaire et se retrouver pour l'actualité du rugby. Revenir sur le match nul obtenu bien par le Nîmes Olympique sur la pelouse de la Berrichonne de Châteauroux. Le drop, c'est entre les poteaux que tu le trouves, et là, c'est pas 3 points que tu prends. Le drop assure et pas que la troisième mi-temps. Le midi aussi avec sa cuisine du marché. Le drop, c'est aussi un traiteur et un cadre original au Stade Kaufmann. Stéphane Capion vous recevra pour vos séminaires, repas d'affaires, repas associatifs ou mariage dans sa salle de réunion et de réception. Alors, tu l'entraînes où ton estomac ? De retour sur le plateau de Miroir des Sports pour évoquer les résultats du dernier week-end sportif avec les rencontres de rugby et de football. On reviendra notamment sur le point pris par le Nîmes Olympique en terre berrichonne du côté du stade Gaston Petit. C'était à Châteauroux samedi après-midi. Mais avant cela, un coup d'œil sur les résultats de la 13e journée de Fédéral 2 Poule 5 avec le beau succès du RCNG, le rugby club Nîmes-Gare, qui s'est nettement imposé ce week-end sur la pelouse de Sijan-Port-la-Nouvelle. Nette victoire des Nîmois 46-7. Autre victoire à l'extérieur pour Lombez-Saint-Matan sur la pelouse d'Agde 23-18. Le carton du week-end est pour Mazamet 44-0 face à Vendre-l'Espignan. 19-18, courte mais précieuse victoire pour l'entente sportive catalane. Gimont s'impose 29-21 face à Céret. Enfin, Saint-Sulpice, le prochain adversaire des Nîmois, s'impose à domicile 15-11 devant Saverdun. Ce qui au classement nous donne une nouvelle progression du RCNG à 5 points du leader agatois. 5 points d'écart entre Agde et Nîmes. 41 points donc pour le club gardois avec toujours un écart de 1 point avec la 3e place détenue par Céret, 2 avec Lombez-Saint-Matan, 3 sur l'entente sportive catalane, ainsi que Saint-Sulpice. Je l'ai dit, le prochain adversaire des Nîmois, réception de cette équipe de Saint-Sulpice qui avait causé quelques soucis lors du match aller au RCNG. Réception à partir de 17h au stade Kaufmann pour le match de l'équipe professionnelle.
Regardez les autres rencontres avec notamment Agde qui se déplacera sur la pelouse de Saverdun. Voilà pour le programme de cette 14e journée de Fédéral 2. Poule 5, nous allons à présent passer au football avec les résultats de la 20e journée de Ligue 1. Et au niveau local, la nouvelle défaite de l'ACA Arles-Avignon, très lourdement battue samedi soir sur la pelouse du stade de la Route de Lorient par Rennes, actuellement en grande forme, défaite 4-0 pour les Arlésiens. Victoire à l'extérieur pour Caen sur la pelouse de Brest, partage des points, un but partout entre Auxerre et Monaco. Lens s'impose 2-1 face à Saint-Étienne, précieuse victoire pour les hommes de Laszlo Bologna. Belle victoire également de Lyon, 3-0 devant Lorient. Montpellier s'impose 2-1 face à Valenciennes. Victoire à l'extérieur pour le LOSC, le leader, sur la pelouse de Nice. Paris Saint-Germain finit par s'imposer 2-1 face à Sochaux. Succès encore pour Toulouse, 1-0 devant Nancy. Ou encore pour Marseille, hier soir, 2-1 face à Bordeaux avec le premier but en championnat cette année de André-Pierre Gignac. Au classement, le LOSC est toujours en tête avec 1 point d'avance, mais un match en moins par rapport à Paris et Rennes et Lyon. Marseille remonte à la 5e place avec 32 points, 5 points d'écart entre le premier et le 7e. Arles-Avignon est toujours lanterne rouge avec 8 points, ce qui nous fait 11 points de retard pour Arles-Avignon sur Lens, 19e, et 12 points de retard par rapport à Monaco, qui est 18e. On va enchaîner avec des images tournées ce week-end sur la pelouse en mauvais état du stade Gaston Petit. La Berrichonne de Châteauroux qui accueillait le Nîmes Olympique avec Noël Tosi, obligé de composer avec les absences de Olivier Davidas, qui s'est retrouvé dans le couloir gauche, du moins qui a dû laisser sa place dans le couloir gauche à Salaheddine Sbahi. On voit ici les deux équipes pénétrer sur le terrain. Des équipes qui voyaient notamment, je l'ai dit, le retour de Sbahi pour le Nîmes Olympique. Stozic, Poulain le capitaine, Sidi Ben dans le couloir droit, Zarabi, Mostefa, Mukanjo. Le retour également de David Gigliotti après sa suspension purgée le week-end dernier. Et puis Steve Agui et Jonathan Haïté à la pointe de l'attaque nîmoise. Des Nîmois qui allaient ouvrir la marque dès la 29e minute grâce à ce coup franc de Gigliotti, relayé par Abderraouf Zarabi à l'entrée de la surface de réparation Castelroussine et repris au niveau du point de pénalty par Benjamin Mukanjo qui allait donc inscrire son 6e but en 5 matchs. Vous voyez ici cette balle bien reprise par l'un des buteurs en forme du moment pour le Nîmes Olympique et puis une égalisation Castelroussine avec ce gros travail de Pinot rentré à l'heure de jeu sur le côté droit qui va travailler en relais avec Haddad qui va trouver finalement cette tête bien décroisée par Cordonnier, le défenseur castelroussin qui à la 72e minute de jeu allait permettre au Castelroussin, à la Berrichonne de Châteauroux, de revenir plus précisément à la 78e minute de jeu. Score final, un but partout et très certainement des regrets pour les Nîmois qui n'ont pas su tuer le match au bon moment. Des Nîmois particulièrement forts en fin de première période, qui sont également revenus du vestiaire avec beaucoup de bonnes intentions en début de deuxième mi-temps, mais qui n'ont pas su concrétiser toutes les occasions de but et tous les bons ballons récupérés. Au final, le point du match nul et la réaction de l'entraîneur Noël Tosi, mais également celle du buteur Benjamin Mukanjo. Le football, ça se joue pendant 90 minutes et on peut avoir une emprise sur le match pendant 1h10. En 20 minutes, ils ont failli non seulement faire basculer le match dans le sens, mais dans l'autre sens et faire la différence. Et sur les 20 dernières minutes, avec le courage qu'ils ont mis, la volonté, c'est une bien belle équipe Castelroussine avec un maître à jouer, un Rudy Haddad, c'est magique, c'est magnifique comme joueur. Une belle équipe, vraiment une belle équipe. Moi, je ne suis pas mécontent de la prestation de mes gars. On a été présent, on a été vivant pendant 1h10. C'est vrai que la sortie de Mukanjo, elle a été un petit peu problématique. C'est vrai que c'est une pièce déterminante dans notre puzzle. Il faut espérer que ça ne soit pas grave. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, on continue notre progression et on est très content du résultat.
Et alors on pourrait penser qu'on pourrait avoir plus sur ce match, je crois pas. Je crois qu'ils ont vraiment fait les 20-25 dernières minutes qu'il fallait. Et bravo à cette équipe de Châteauroux. Moi je dirais que satisfaction et regret en même temps parce qu'on avait le match. Avec un moment, moi je pensais que rien ne devait nous arriver. Mais bon, c'est le football. Et dans le football, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, il faut s'attendre à tout. Je pense qu'aujourd'hui, on était bien en place, on a bien débuté le match, on a eu des occasions, on a réussi à marquer. Mais bon, à la fin, je pense qu'on n'a pas été... on a eu un moment un peu d'égarement, je vais dire, défensivement, et ce qui nous coûte cette égalisation. Mais bon, on ne va pas faire la fine bouche. 1 point, c'est bien. 3 points, ça aurait été mieux, mais on continue dans notre lancée. Donc j'espère que les prochains matchs nous seront meilleurs. Et l'espoir de continuer sur cette lancée pour Benjamin Mukanjo et le Nîmes Olympique. Benjamin Mukanjo, l'attaquant nîmois, qui est sorti à la 69e minute, touché au genou gauche et qui a été remplacé par Mohamed Mchangama. Le prochain match pour les Nîmois, ce sera ce samedi après-midi en Coupe de France. On y reviendra d'ici la fin de cette émission. Un regard sur les résultats de cette 20e journée de Ligue 2 avec la victoire à domicile d'Ajaccio 2-1 face au Havre. 2-1 également entre Boulogne-sur-Mer, le club de Michel Estévan, et Angers. Partage des points dit entre Châteauroux et Nîmes, 1 but partout. Victoire à l'extérieur de Clermont Foot sur la pelouse de Dijon à 0. 1 partout entre Grenoble et un but de Mandrecky face à Sedan. Le carton du week-end est pour Metz, 4-0 face à Laval. Victoire de Reims, 3-0 devant Le Mans. Belle victoire à l'extérieur d'Istres, 3-2 sur la pelouse de Tours. Tours qui ne s'impose plus à domicile. Partage des points entre Vannes et Évian-Tonon-Gaillard, 2 buts partout. Et puis ce soir, le dernier match de cette 20e journée de Ligue 2 avec Nantes face à Troyes au niveau du classement. Le TG est toujours en tête avec 1 point d'avance sur Le Mans qui compte un match en moins. 2 points d'avance sur Ajaccio, 4 sur Sedan et Tours. Également Nantes et Le Havre avec 29 points, 27 points pour un tiers groupé entre Dijon, Nîmes Olympique et Châteauroux. En deuxième partie de tableau, à 26 points, on retrouve Boulogne-sur-Mer et Clermont Foot. 24 pour l'Estac de Troyes, ainsi que pour Istres qui remonte au classement. 23 points pour Angers à 15e place. Le 16e rang est détenu par le Stade de Reims avec 22 points. 1 point de plus que Vannes qui est 17e. En position de relégation, le Stade Lavallois est 18e avec 20 points. Un tout petit point d'avance sur Metz qui remonte, en tout cas qui conforte sa 19e place pour sortir de cette zone rouge. Et enfin Grenoble, toujours bon dernier, avec 3 points de retard sur la 19e place. Grenoble, vous le savez, qui est toujours dans des soucis financiers et qui est sous la menace d'une liquidation judiciaire, en tout cas d'un dépôt de bilan annoncé si des apports financiers majeurs ne sont pas bien présentés d'ici les prochaines semaines. Le programme de la 21e journée, ce ne sera pas le week-end prochain en raison de la Coupe de France, mais bel et bien le week-end du 29 janvier avec Angers qui recevra justement Grenoble, Clermont Foot face à Tours, Évian-Tonon-Gaillard devant Nantes, Istres qui accueillera le Stade de Reims, Vannes se déplacera à Laval, le Nîmes Olympique à 15h au Costières accueillera l'US Boulogne-sur-Mer de Michel Estévan, Dijon se déplacera à Sedan, Troyes recevra Metz et enfin Ajaccio se déplacera au Mans pour les matchs du samedi après-midi, dernier match le lundi 31 janvier avec le Havre qui accueillera Châteauroux. On évoquait le Nîmes Olympique le week-end dernier avec ce point pris à Châteauroux. On va parler de la réserve qui s'est imposée samedi dernier sur la pelouse du stade de Savines. La pelouse de Gardanne, c'est un CFA2, groupe E, victoire à l'extérieur 2-1 pour la réserve du Nîmes Olympique grâce à 2 réalisations de Ben Yachou et de Rebolioso à la 31e et 80e minute respectivement. Match malheureusement qui a été marqué par de nombreux cartons jaunes côté nîmois pour Houchen, Posteraro, Ettori ou encore Traoré. Et une expulsion à la 70e minute de jeu pour le capitaine et buteur nîmois Momo Ben Yachou, expulsé donc à la 70e minute de jeu. En tout cas, on voit les résultats qui permettent au Nîmes Olympique de gravir les échelons au niveau du classement de CFA2 avec un tout petit point de retard sur le leader, Calvi. 36 points pour la réserve du Nîmes Olympique qui a dépassé la réserve de Montpellier. Pourquoi pas une montée du Nîmes Olympique en CFA? En tout cas, on le voit, les hommes de Franck Enduro, la réserve des Crocos, se comportent plutôt bien dans ce groupe E de CFA2.
au niveau de la prochaine journée qui se déroulera le samedi 29 janvier. La réception de Foriani à 18h par le Nîmes Olympique. Ce sera donc le samedi 29 janvier à partir de 18h, le prochain match de la réserve du Nîmes Olympique. On va jeter un dernier coup d'œil avant de se quitter sur le programme du week-end, justement en termes de football, avec les 16e de finale de la Coupe de France et la réception par le Nîmes Olympique. Ce sera au Costières de l'AS Nancy-Lorraine. Match capital pour les Nîmois. On voit ici le tableau récapitulatif de toutes les rencontres. Certaines se dérouleront notamment le vendredi soir, notamment entre Sochaux et le Paris Football Club. Nîmes qui jouera samedi après-midi au Costières face à ce club de Ligue 1 qu'est l'AS Nancy-Lorraine. Un autre défi pour les hommes de Noël Tosi, histoire de passer peut-être un tour supplémentaire, c'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. Puisqu'on parlait du Nîmes Olympique, n'oubliez pas le rendez-vous de demain soir, mardi, à partir de 20h45 avec Croco Hebdo, émission qui vous sera présentée cette semaine par Pierre-Paul Castelli, avec un coup d'œil avec le quinzomadaire Télémiroir Magazine, qui cette semaine vous propose justement un focus sur la 100e de Croco Hebdo, toutes les coulisses de l'émission, les programmes télé sur 15 jours, mais également un retour sur la 100e qui vous a été proposé il y a 15 jours sur le plateau de Télémiroir avec le président Jean-Louis Gazot, toutes les coulisses de l'émission, une interview des invités, bien évidemment, tous les programmes télé de la quinzaine en cours. Voilà, c'est la fin de cette édition de Miroir des Sports. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le journal du soir présenté par Franck Chassagnon. Rendez-vous est pris lundi prochain pour une prochaine édition. Bonne soirée, au revoir. Saturne Nîmes, plus radin, plus malin, vous a présenté Miroir des Sports.